L'enregistrement est en cours. Alors donc, je disais que nous abordons le module 12. Nous rendons grâce à Dieu d'être arrivé là. Le module 12 parle du leadership et l'efficacité vocationnelle. Donc, ce thème voudrait s'accentuer beaucoup sur le rôle des formateurs, formatrices que nous sommes. Et non seulement formateurs, formatrices, mais derrière les formateurs, formatrices, il y a l'institution religieuse qui est là, c'est-à-dire nos congrégations, nos familles religieuses. Donc, tout cela constitue ce qu'on appelle le leadership. Voilà. Et comment est-ce que ce leadership participe ou contribue à l'efficacité vocationnelle? En gros, quelle est l'influence que nous avons en tant que leader, en tant que responsable, en tant que formateur, formatrice, sur les candidats en formation. Voici en gros qu'est-ce que nous allons parcourir à travers ce module 12. Et je nous demanderai vraiment de participer beaucoup à ce thème parce que ça touche aux méthodes de l'un ou de l'autre. Comment est-ce que je me prends pour aider ceux qui me sont confiés et qui sont en formation pour la vie consacrée, la vie religieuse. Alors, donc mon introduction part du contexte, le contexte de l'évolution de notre monde et les questions culturelles, les mutations culturelles que nous voyons, et surtout avec le siècle du numérique que nous avons aujourd'hui. Il est très important alors de parler du leadership face à ces changements qui s'opèrent à travers le monde entier. Donc, cette formation à la vie consacrée donc va demander de se concentrer sur l'objectif qui est de quoi? L'intégration. L'intégration de toutes les dimensions de la personne. Nous les avons vus. Justement, c'est juste des rappels et c'est bon de se rappeler chaque fois aussi ce que nous avons déjà dit dans les autres modules. Donc, il y a l'être humain donc à ces dimensions psychologiques, relationnelles, spirituelles qui sont là. Donc, le leadership exercé donc par nous les formateurs et la congrégation entière donc apparaît comme un facteur déterminant dans l'authenticité et la fécondité du parcours vocationnel. Donc, un jeune, une jeune donc qui se présente à notre porte, alors qui demande à rentrer dans la vie religieuse, qui dit sentir donc cet appel de se consacrer dans la vie religieuse. Alors, quelle est notre présence aux côtés de cette personne pour qu'elle puisse réaliser cela? L'enjeu, c'est ça. Accompagner la personne pour réaliser ce désir-là. Donc, c'est vraiment un facteur très déterminant. Notre présence aux côtés de la personne est très, très déterminante pour l'avenir de l'individu et de l'Église entière. Alors, la tension qui émerge dans ce sens, c'est quoi? Alors, comment le leadership peut-il promouvoir une véritable intégration alors de ces dimensions dont nous avons dit, donc dimension psychologique, relationnelle, humaine, anthropologique que nous avons cité et nous avons déjà vu dans les autres modules. Alors, comment le leadership peut promouvoir une véritable intégration entre les motivations profondes, souvent inconscientes de l'individu, et les exigences évangéliques? Ici, nous rapportons maintenant ce que nous avons dit dans les autres modules pour voir quel est notre rôle pour aider la personne à atteindre cette intégration. C'est vraiment la finalité. Vous verrez que justement, le dernier point va porter sur la question de l'intériorisation, l'internalisation et l'intégration.
L'enjeu, c'est aider cela sans tomber dans l'extrémisme spiritualiste ou l'extrémisme psychologiste. C'est ça l'enjeu. Et parfois, si on ne fait pas attention, on peut être juste versé dans le psychologisme et rester là à traiter au niveau seulement anthropologique et oublier que, attention, que la vocation a un fondement et purement théologique. C'est très important. Donc, quel est vraiment, donc c'est un rôle très délicat que d'être formateur ou formatrice. Donc, un leadership donc adéquat, marqué par inadéquat plutôt, un leadership vraiment dans ce sens-là, qui est inadéquat, c'est qu'il y a manque d'accompagnement personnalisé. Et vous vous rappelez que j'insiste beaucoup sur la question de l'accompagnement personnalisé. Et nous n'avons qu'à regarder le rapport entre Jésus et ses disciples, et surtout regarder Jésus avec Pierre. C'était une formation personnalisée, focalisée, voilà, pas généralisée. Voilà. Il y a des moments, on peut parler de façon générale, mais il y a des moments, il faut s'adresser à la personne concernée. Il y a donc l'absence de cohérence communautaire. Donc, le leadership ici fait appel à nous en disant que ce n'est pas juste l'individu, mais derrière l'individu, il y a la congrégation, il y a l'institut, il y a la communauté qui est là. Et ça pourrait être que vous êtes père, maître ou maîtresse de novices, mais vous êtes accompagné par 2 ou 3 personnes. Voyez. Donc, s'il y a une incohérence communautaire, ça également contribue à l'efficacité ou l'inefficacité vocationnelle de la personne en formation qui vous regarde et qui nous regarde. Donc, ou encore des méthodes uniformisantes qui ne touchent pas véritablement la réalité individuelle. Voilà. Et ça, on risque de produire donc des inconsistances vocationnelles chez la personne qui nous regarde, des crises identitaires. La personne ne sait pas véritablement qui elle est et pourquoi elle y est dans cette institution religieuse. Et voir finalement quand c'est tellement flou, vous vous rappelez avec notre module la dernière fois sur la question de la liberté, quand l'objectif est flou chez l'individu, alors on finit par abandonner. Voici l'enjeu. Donc, à l'inverse, un leadership éclairé que nous voulons, on regarder ensemble, est capable d'écoute, de discernement et d'adaptation à l'individu. C'est vraiment ici que joue vraiment le rôle du leadership. S'adapter à la personne qui est arrivée et pouvoir intégrer son monde et pouvoir transformer cette personne-là selon le charisme, selon l'idéal de l'institution religieuse de notre congrégation. Alors, s'il y a l'écoute, s'il y a discernement, s'il y a une pertinente adaptation à la personne, il y a alors une maturation intégrale qui s'amorce chez l'individu. Voilà. Alors, dès lors, la question centrale devient la suivante. Dans quelle mesure et à quelles conditions un leader formateur, à la fois psychologiquement compétent, spirituellement enraciné, peut-il donc assurer la cohérence entre l'idéal vocationnel proposé, c'est-à-dire ce que le charisme propose, la conversion propose, et la réalité intérieure du candidat? L'enjeu, c'est véritablement ça, la réalité intérieure. J'insiste sur cet aspect-là. Et surtout, quand il s'agit du noviciat, cette étape de formation du noviciat est beaucoup centrée sur le fond interne, l'interne de l'individu, pour pouvoir déceler ces dynamiques conscient et inconscient qui se jouent à l'intérieur de la personne. Donc, ce conflit naturel qui est là. Donc, le leadership donc, sera vraiment d'aider cette personne-là à démêler et de pouvoir trouver son chemin d'intégration avec les deux réalités qui ne s'opposent pas, mais en fait qui se révèlent mutuellement.
le conscient et l'inconscient. Nous l'avons vu surtout avec le module 7. Voilà. Donc, voici un peu mon introduction, donc, qui nous rappelle un peu quel est le rôle du formateur face à la réalité humaine ambiguë, voilà, de ces deux réalités du conscient et de l'inconscient qui se jouent à l'intérieur et qui créent un conflit malgré le désir de la personne de se consacrer à Dieu. Voici donc l'enjeu de notre introduction. Donc, le premier point pour moi serait de rappeler la nature de la vocation qui nous est confiée. Très important pour nous de nous rappeler. Nous le savons très bien, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus et qu'on regarde de près cet aspect de la vocation. La vocation est avant tout une option fondamentale. Donc, c'est un choix que la personne fait de se consacrer. Et ce choix relève de quoi? D'un appel. Ce choix relève d'un appel. Et l'appel vient de qui? De Dieu. Et ici, quand je dis Dieu, j'inclus donc cette dimension théologale de Dieu, Père, le Fils, donc l'aspect christologique, où se déploie donc cet appel de façon visible à incarner. Donc, l'aspect christologique de l'appel que nous recevons. Très important. Parce que la vie consacrée, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Donc, pas juste qu'un appel abstrait, parce que c'est Dieu qui m'appelle, c'est abstrait, oui. Mais cet appel doit se vérifier dans une personne incarnée, qui est la personne de Jésus-Christ, et homo, l'homme qu'il faut imiter. Donc, l'aspect christologique de la vocation et l'aspect pneumologique, donc l'aspect de l'Esprit Saint, le pneuma, qui parle à l'intérieur de l'individu, qui le pousse à suivre le Christ, qui le motive à suivre le Christ. Donc, quand on parle de l'appel ici, donc, ça prend en compte les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui travaillent à l'intérieur de l'individu. Alors, comment pouvoir s'assurer que vraiment c'est un appel authentique à la vie religieuse et pas à autre chose? C'est là où intervient donc le leadership, le formateur, formatrice. Donc, la vocation ne s'agit pas d'abord d'un choix de carrière religieuse. Très important de le rappeler, ce n'est pas une carrière religieuse. Ça peut être les motivations premières chez les individus. Et c'est pour ça que le leadership du formateur est très important ici. Donc, les motivations initiales, premières, peuvent être erronées. Donc, d'abord, ce n'est pas le choix d'une carrière plutôt religieuse, ni d'un statut ecclésial, c'est-à-dire être religieux, ou avoir un habit, avoir une position, voilà. Ce sont des motivations qui sont là. Il ne faut pas les nier, c'est vraiment anthropologique, ça peut être les premières motivations. Et qu'il ne faut pas rejeter du revers de la main au premier coup. Non, il faut les discerner. Il faut les accompagner pour qu'il y ait ce qu'on appelle transformation de motivations initiales aux motivations authentiques de la consécration. Et c'est ça notre rôle ici. Et c'est très délicat. Voilà. Donc, il s'agit en fait de faire comprendre à la personne que c'est une orientation radicale de toute l'existence de la vie. Donc, dans cette perspective, donc, la vocation s'inscrit dans un dialogue dynamique entre Dieu et la liberté humaine. Voyez-vous, voilà. Nous avons vu la question de la liberté intérieure. Vous voyez, si vraiment la personne vient librement pour se donner à ce style de vie, à ce type de vie, ou il y a d'autres motivations véritablement qui sont derrière. Donc, dans la perspective donc de Luigi Rulla que nous étudions depuis, donc l'option fondamentale ne peut être comprise sans tenir compte de la complexité de la personne humaine.
Voilà. Quand dire que je fais l'option fondamentale ne veut pas dire que j'ignore ou bien je nie la réalité, que donc comme c'est Dieu qui m'appelle, alors je peux passer outre ou bien je peux vaincre cet état de complexité qui me définit en tant qu'être humain à travers le conflit conscient-inconscient. Voilà. Donc, une idée centrale est que la personne ne choisit pas uniquement avec sa conscience explicite, elle est aussi influencée par des besoins affectifs profonds. La question parfois de compensation, des mécanismes inconscients non maîtrisés qui échappent à l'individu et des représentations de soi construites au fil du temps. L'homme, dès sa naissance, à partir donc de l'adolescence, commence à avoir une image de soi et pense peut-être trouver sa place dans ce type de vie, voilà, dans ce style de vie qui est la vie consacrée. Ça peut être comme ça. Donc, le discernement avec l'accompagnement peut aider à déceler cela et à dire non, ce n'est pas ta place ici, peut-être ta place est ailleurs. Voilà. Donc, ainsi, une vocation peut être authentique dans son intention consciente, oui, oui, tout en étant aussi fragilisée par les motivations inconscientes ambiguës, recherche d'affection, besoin de reconnaissance, la fuite du monde, je ne veux pas m'engager, il y a trop de responsabilités si je me marie, là, aller travailler ici et là, ça demande trop d'efforts en vie religieuse, on peut manger, dormir sans problème, l'argent vient seulement, il n'y a pas de souci. Je dis des réalités qui sont là. Je n'exagère pas du tout. Donc, ces choses-là peuvent être dans le subconscient de l'individu. Et à la longue, ça se révèle. Voilà. Quand la personne véritablement n'arrive pas à contrôler, à avoir la même mesure cette dynamique de l'inconscient, bien sûr que de façon inconsciente, la personne va agir extérieurement et exposer ses motivations inconsistantes à la vie consacrée. Donc, cela implique donc que la formation vocationnelle ne peut se limiter à un discernement intellectuel ou spirituel. Voilà. Elle doit donc intégrer une dimension psychologique approfondie, capable de mettre en lumière les motivations réelles de la personne. Ce sont des choses que nous avons déjà vues avec le... Donc, c'est ici donc que rentre en jeu l'intervention pertinente du leadership. Voilà. Supérieur, formateur, formatrice, accompagnateur spirituel, tout cela joue le rôle de leadership. En quoi nous pouvons donc aider la personne à démêler, voilà, à démêler ce conflit-là et pouvoir être conscient de la réalité conflictuelle de sa nature humaine et de dire que cela ne s'oppose pas à sa vocation, mais que la personne peut vivre avec ce conflit-là, mais de façon éclairée avec les valeurs évangéliques. C'est ça le travail donc du leadership dans ce sens-là. Donc ce leadership consiste essentiellement à faire quoi? À aider la personne à unifier sa vie intérieure, ce conflit-là, afin que son choix vocationnel soit authentique, libre et durable. L'enjeu, c'est la persévérance, aller jusqu'au bout, en dépit de ce conflit interne, naturel, permanent, qui nous définit. Donc, l'enjeu du leadership pour la formation, c'est quoi? Donc, la nécessité de la distinction entre les composantes spirituelles et les composantes psychologiques dans la dynamique de la formation. Savoir faire la distinction. Voilà. Savoir faire la distinction. Et l'enjeu, c'est quoi? La méthode que nous utilisons, le contenu de la dynamique de la formation va aider alors à faire cette distinction entre ces deux composantes qui ne s'opposent pas du tout, mais qui collaborent ou coopèrent ensemble pour la croissance de l'individu. Voilà. Donc, elle invite donc les formateurs à ne pas
confondre la fragilité psychologique et l'absence de vocation. Et ça, c'est très important ici. Que la personne soit fragile psychologiquement, oui, cela ne nie pas que la personne a la vocation. Vous voyez, donc c'est très délicat à ce niveau-là. La personne a des difficultés peut-être cognitives, ne veut pas dire que la personne n'a pas la vocation. Est-ce que vous voyez, parfois nous tirons des conclusions inadéquates. Non, la personne a des difficultés, au point de vue humain, a des difficultés, compte tenu de son passé, compte tenu du contexte de son développement en tant qu'être humain. Mais cela ne dit pas que la personne n'a pas la vocation. Voyez-vous? Donc, c'est ça également. Et contrairement aussi, on peut voir que psychologiquement, la personne est très solide, bien vaillante, bien stable, mais en fait que ce n'est pas véritablement la motivation de la vie consacrée qui est derrière, mais c'est la recherche peut-être d'une couverture ou d'un intérêt, d'une compensation qui est là derrière également. Vous voyez que ça devient très délicat. C'est pour ça qu'il faut prier véritablement. Prier avant d'aborder ces sujets pareils avec l'individu. Elle exige donc un accompagnement capable de discerner en profondeur au-delà des apparences. Voilà. Parce que l'apparence est cet aspect le plus vu de l'être humain, le comportement. Donc, nous avons vu le comportement avec les motivations. Donc ici, ces modules passés vont nous aider véritablement à mettre en jeu tous ces éléments que nous avons vus pour pouvoir entrer et voir quel est le rôle que nous devons jouer en ce moment-là. Savoir séparer l'intérieur de l'extérieur. Voilà. Sachant que l'extérieur est la voie qui va nous conduire à l'intérieur. Voilà. Donc, elle souligne donc l'importance d'une intégration progressive de la personnalité où la grâce transforme aussi les dimensions inconscientes. Donc ici, à l'introduction, nous parlions de l'enracinement spirituel du formateur. Bien que solidement, psychologiquement solide et bien formé, mais aussi un enracinement spirituel qui dit que la personne aussi porte Dieu à l'individu qui rentre en formation. C'est très important. Montrer le chemin de Dieu. Donc ici, c'est de montrer à la personne que c'est vrai, la grâce t'est donnée parce que tu as reçu l'appel, c'est vrai, mais tu dois travailler sur tel aspect anthropologique pour que la grâce puisse vraiment s'épanouir en toi. Donc, en définitive, donc, la vocation comme option fondamentale n'est pas seulement un choix, mais une configuration progressive de la personne consacrée au Christ. Voici la finalité. Finalité, justement, donc, de la formation. Où donc la liberté humaine éclairée et purifiée répond à l'appel de Dieu dans la vérité. Vous vous rappelez la dernière fois. Donc, quand je dis purifier, c'est l'obtention de la liberté intérieure. Et aucune liberté intérieure ne peut être là sans la vérité sur soi-même. Nous l'avons vu avec l'évangile de Saint Jean, chapitre 8. Voilà. Donc, nous sommes donc arrivés à la fin de la première partie, qui était un rappel sur la thématique de la vocation et sa nature théologique. Est-ce qu'il y a des interventions avant que je ne continue avec le deuxième point? Voilà. Je nous invite vraiment à intervenir beaucoup sur cet aspect-là. Les difficultés que nous avons, les joies ou les bonnes méthodes que nous avons en accompagnant nos jeunes. Ça peut servir ici dans ce module-là pour voir ensemble comment on peut tenir avec notre leadership et aider. Donc, le grand 2, le leadership pour une efficacité vocationnelle. Alors, contrairement aux approches
contemporaines qui réduisent le leadership à des techniques ou à des recettes. Je ne sais pas si vous allez taper seulement sur Google, allez dans la librairie, vous allez voir des titres sur le leadership. Il y en a beaucoup, beaucoup et beaucoup. 7 secrets, 10 points, 10 points importants, ou bien 11 combien règles pour devenir un bon leader. Tout cela, on a beaucoup. Ou bien les 100 règles pour devenir un bon leader. Tout cela, il y en a. Mais en parcourant, j'ai été véritablement frappé par la méthode jésuite de comprendre le leadership que je voudrais nous proposer en réflexion. Et peut-être on peut faire des comparaisons avec ce que nous avions déjà, voilà, pour voir les similarités, les différences et les convergences. Donc, leur modèle ne se centre pas sur ce que les leaders font, mais sur ce qu'ils sont et comment ils vivent. L'enjeu ici, c'est très important, la notion de vivre et comment il devient vraiment. Donc, le leadership, ils nous disent que le leadership n'est pas obtenu un coup. Ne pas obtenir un coup, c'est un projet de toute la vie. Ils vont le dire vraiment que c'est un projet de toute la vie. Donc, le leadership se construit à mesure. Donc, qui ils sont, comment ils vivent et comment ils deviennent vraiment des leaders. Donc, ils vont regarder avec ces éléments proposés, donc, 4 idées majeures à travers l'étude de John Cotter, qui résume cela en 4 points. En 4 points pour nous dire le devoir d'un vrai leader. Qui est le leader? Donc, il va proposer donc que le leader est celui qui établit la direction, c'est-à-dire développe une vision de l'avenir et les moyens pour produire des changements nécessaires donc, chez la personne en formation afin d'atteindre cette vision. Vous voyez, regardons un peu Jésus à travers les évangiles, comme il l'appelle. Il propose un idéal de vie. Donc, vous voyez, une vision. Venez et vous verrez. Voilà. Il y a une vision lointaine qui motive la suite. Vous voyez? Donc, et c'est très important ici pour nous en tant que leaders, formateurs, formatrices, de montrer la direction. Où va la congrégation? Où va la personne consacrée? Qu'est-ce qui est à l'horizon qui pousse, qui motive l'individu? Donc, quand les candidats et candidates rentrent, c'est très fondamental de définir ça dès le matin, très tôt le matin. C'est très important de savoir où on va. Voilà. Et parfois, on a de la peine à dire, bon, si on dit les difficultés, si on dit, ah, voici vraiment ce que la vie consacrée demande comme sacrifice et tout ça là, ah, les jeunes, on va les perdre. Non, vous n'allez pas les perdre parce qu'ils ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à celui qui les appelle. C'est très, très, très important. Donc, dites-leur quelle est la destination. Et la destination, nous savons très bien, c'est nous configurer au Christ et devenir les témoins de sa présence ici, annoncer déjà le royaume des cieux. Il faut leur dire que c'est exactement ça. C'est ça la finalité. Donc, montrer sans avoir peur de les perdre, sans avoir peur qu'ils aient aussi peur, parce que justement, c'est bon qu'ils expriment leurs émotions premières et c'est là aussi va se jouer notre leadership aux côtés de ces personnes-là. Le formateur donc aide la personne en formation à découvrir la direction profonde de sa vocation.
devenir configurés au Christ selon le charisme propre de l'Institut. Dès les premiers instants, il ne faut pas attendre que la personne commence à s'enraciner et malgré que la personne s'enracine même, ne comprend pas grand-chose même de la congrégation. Et on voit que la personne prend du temps avec nous. Au finish, à la fin, on ne sait pas s'il faut garder la personne, il faut laisser la personne parce que on se culpabilise d'avoir gardé l'individu. Voyez-vous? Donc, c'est très important que ça soit très clair dès le début avec les personnes. Il ne s'agit pas seulement donc d'organiser des activités formatives, mais de clarifier l'idéal vocationnel, aider à discerner l'appel de Dieu, ce sont justement donc les devoirs, proposer un projet de croissance humaine, spirituelle, communautaire et apostolique et orienté vers l'intégration progressive des conseils évangéliques. Dès le matin, très tôt, dès le début que la personne rentre chez nous, c'est très important de discuter de toutes ces choses-là au début. Ça permet un discernement même dans la question de la vocation pour la personne. Donc, le formateur devient ainsi un guide de discernement pour aider à passer d'un désir initial, c'est-à-dire, comme je le disais, désir initial, les motivations premières qui peuvent être erronées, à une option fondamentale stable. Je comprends ce que on vient de me dire et je connais les implications. Ok, je m'engage. C'est d'où l'option fondamentale va devenir réalité. L'option fondamentale en elle-même, elle se construit à travers l'histoire, à travers la continuité avec l'individu. Deuxième caractéristique donc du leader que nous propose John ici, c'est alignement de la personne en formation. Donc, il s'agit de quoi? Créer une communication formatrice par des paroles et des actes. Communication formatrice, c'est très important. Qu'est-ce que nous communiquons dès le début à l'individu? Pour susciter donc la coopération de la personne. L'enjeu, c'est pour voir est-ce que la personne adhère à cela ou pas. Donc, à travers ce que nous avons dit théoriquement, la parole, la vie en elle-même va appeler à la collaboration ou quoi? Au retrait. Voyez-vous, donc au retrait. Et on sait très bien que certains candidats ont dû abandonner compte tenu de quoi? Des contre-témoignages observés. Parce que découragés, vous vous rappelez, la liberté intérieure. Donc, un obstacle qu'on peut engendrer à travers notre vie, c'est le découragement chez les candidats qui nous voient vivre. Voilà. Parce que la théorie en classe que nous allons professer et la vie en elle-même, comment elle se déploie aux yeux, au su de la personne en formation, va montrer s'il y a cohérence ou s'il y a dissonance. Voilà. Donc, le formateur doit donc créer un climat de confiance. C'est en cela, de dialogue et de co-responsabilité où la formation devient comme une œuvre communautaire. C'est très important. Elle devient communautaire parce qu'il y a une communauté formative qui transmet un savoir, mais elle devient communautaire dans le sens que la personne en formation est prise en considération totalement dans la dynamique de la formation. Voyez-vous. Donc, sa collaboration, sa coopération est très importante pour prouver l'efficacité de notre leadership sur la personne. Cela implique quoi? Faire comprendre le sens des exigences de la vie consacrée, ce qui a été déjà dit, hein? Harmoniser les attentes personnelles, donc le moi idéal, avec le charisme de l'Institut. Voyez-vous, c'est-à-dire l'idéal de la congrégation. Favoriser donc la collaboration entre formateurs supérieurs et communauté. Là, on parle ici véritablement du témoignage de la communauté formative. La communauté formative n'est pas uniquement ceux qui sont affectés dans la maison de formation, mais
et ceux qui sont dans les autres institutions ou activités de la même congrégation, c'est-à-dire y compris depuis le supérieur, la supérieure générale, jusqu'à le dernier religieux professé. Tout cela forme ce qu'on appelle la communauté formative. Et c'est très important ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que ici, la question de la communauté formative, vous voyez les candidats qui quittent les maisons de formation, visitent les autres ou bien qui reçoivent la visite des autres qui arrivent, de confrères, consoeurs qui arrivent. Donc, ils contribuent d'une manière ou d'une autre à leur formation ou à leur déformation. Donc, c'est très important qu'il y ait une harmonisation entre la communauté réelle, c'est-à-dire qui a été choisie, affectée sur place, et le reste de l'Institut. Parce que le rapport que les autres membres qui ne sont pas dans la maison de formation entretiennent de façon accidentelle avec les candidats et candidates qu'ils rencontrent par des occasions de rassemblement, tout cela contribue à faire progresser ou à faire quoi? Ou à créer la confusion ou le découragement chez les personnes en formation. Donc, aider le candidat, les candidates à entrer dans une véritable appartenance ecclésiale et communautaire. Voyez. Donc, ce témoignage-là est très important ici. Troisième caractéristique, c'est motiver et inspirer. Il s'agit d'accompagner la croissance intérieure. Le vrai leader motive et inspire. Donc, Cotter va souligner que donc, le leader doit mobiliser les personnes pour dépasser les obstacles. C'est là où se joue vraiment le leadership. Voilà. Nous avons vu avec la liberté intérieure. Donc, ici, c'est aider la personne à obtenir sa liberté intérieure. Consciente des obstacles, mais qui fait le choix de persévérer. C'est ici que se joue vraiment la présence qualitative du leader aux côtés des personnes en formation. Donc, le formateur donc, soutient le candidat dans les crises, les résistances intérieures et les difficultés affectives ou spirituelles. Voilà. C'est là où on voit la dimension paternelle, maternelle donc, du leader, le leadership. Et ça, donc, on va dire que c'est le leadership vertueux qui encourage. Donc, c'est différent d'être juste un manager qui est là pour régler les affaires courantes ou juste remplir un formulaire d'exécution d'un programme qui est là et qui ne prend pas en compte le personnel, la vie même du personnel. Donc, le leadership vertueux va prendre en compte, c'est vrai, il y a un programme à exécuter jusqu'à la fin de l'année, c'est vrai, mais avant tout, qui doit exécuter ce programme-là? Ce sont les personnes humaines. D'où l'importance de se focaliser sur la qualité de vie de la personne. C'est-à-dire que être conscient, être sensible à des moments de crise que traverse la personne en formation, c'est normal. Et cela nous rappelle, nous également, donc notre moment de formation. Des résistances qui ont pu avoir lieu. Des résistances ne veulent pas dire que la personne n'a pas la vocation. Les résistances disent que la personne travaille à l'intérieur, mais qui n'arrive pas à se réajuster avec la nouveauté qu'elle reçoit. Et là, c'est là on voit l'efficacité donc du leadership dans ce sens-là. Il s'agit d'encourager la persévérance, d'aider à affronter les fragilités psychologiques, d'accompagner les conflits donc entre motivation consciente et inconsciente, dont parle Roula, de stimuler la liberté intérieure, c'est-à-dire le choix, connaissant donc les implications que cela engendre, et la maturation affective, et de nourrir l'espérance vocationnelle, que malgré les difficultés, il regarde pourquoi tu es entré en vie religieuse. C'est pour l'imitation de Jésus-Christ, la suite de Jésus-Christ, et de témoigner de son royaume ici.
Donc, quand on fait tout pour ramener la personne à sa motivation ou la motivation véritable de la vie consacrée, c'est là où se joue l'efficacité du leadership. Produire le changement, c'est vraiment la caractéristique dernière. Hein. Le leadership doit influencer et produire le changement positif. Le leadership doit exercer, oui, le père Alphonse. Le père Alphonse. J'aimerais revenir, j'aimerais revenir un peu sur la transformation à laquelle le candidat doit arriver. Voilà. Et bon, je ne sais pas, je n'ai pas une longue expérience dans la formation, je ne fais que 2 ans et quelques mois. Bon, peut-être celles qui ont fait plus de 10 ans déjà pourraient, mais j'ai comme l'impression la grande difficulté au niveau de la transformation. Oui. Parfois, c'est parfois, bon, peut-être ça peut être lié au candidat lui-même, mais aussi la grande partie, c'est que parfois c'est lié même à l'incohérence même de la communauté formative. C'est-à-dire qu'il y a ce que on donne comme, je dirais, orientation dans les cours théoriques. Exactement. Et l'autre versant est le plus important, qu'est l'exemple de vie de la communauté formative. Voilà. Parfois, le formateur est confronté à un dilemme, c'est-à-dire accompagner de façon adéquate. C'est les jeunes qui lui sont confiés, mais il est à la fois aussi non comme un certain accompagnateur de ses propres confrères ou consoeurs de communauté. Exactement. Parce que ça devient beaucoup plus difficile. Quand c'est comme ça, bon, en fin de compte, le formateur devient comme le menteur professionnel, entre griffes. Oui. C'est-à-dire, ce que je dis, ce n'est pas ce que les jeunes voient. Exactement. Voilà. Et l'exemple que moi, peut-être que je vis parfois, c'est quoi? C'est que lorsque moi, j'insiste, par exemple, sur le vécu des actes essentiels de la communauté, c'est-à-dire la vie de la prière en communauté, le repas en communauté, et la récréation en communauté. Et ces actes sont essentiels. Bon, maintenant, les jeunes se retrouvent parfois, bon, c'est seulement avec leur formateur. Ils se posent la question, mais les autres, ils sont où? Puisque tu nous as dit que voilà, que ces actes-là sont essentiels. Bon, finalement, tu deviens le menteur professionnel, tu es obligé de chaque fois trouver quelque chose pour dire aux jeunes pour que, bon, ils puissent se recentrer sur l'essentiel. C'est ça. En fait, le nœud du problème se trouve que, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas demander au supérieur majeur de nous envoyer des anges, mais peut-être que le problème peut être résolu si on a affaire à des personnes déjà qui au moins ont résolu un certain nombre d'aspects de leur propre vie. Très au bien. moins. Merci. Voilà. Donc, Ça. sinon, bon, je pense que la formation, et ça devient une transmission en fait, réellement, parce que les mêmes tares que les jeunes vont avoir en sortant, ce sont ces mêmes tares qui vont traîner et un jour, s'ils se retrouvent dans une autre communauté, ils vont transmettre ce qu'ils ont reçu. Exactement. Quand on va leur demander ton formateur, bon, c'est un tel qui m'a formé. En fin de compte, bon, je ne sais pas ici à ce niveau quelle est la méthode, ou aussi du moins s'il y a un médicament, quel est le comprimé à prendre pour que bon, il n'y ait pas ce conflit et cette incohérence qui fait vraiment entorse à la formation, mais aussi au processus même d'internalisation même de la formation au niveau du jeune. Exactement. Parce qu'il y a comme une dissonance cognitive. Quand la personne voit, on lui dit telle chose et la réalité est autre. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Père Alphonse, pour cette intervention assez pertinente.
Alors, je voudrais toucher un point que vous avez souligné. L'enjeu, c'est comment expliquer alors aux jeunes de voir que les autres membres de la communauté ne participent pas aux activités communautaires ou au rassemblement communautaire, repas absents, absents à la récréation, régulièrement absents à la prière, tout cela. L'une des erreurs que nous faisons généralement, c'est de faire quoi? C'est de vouloir justifier les confrères ou les consoeurs. Ça, c'est une grosse erreur qu'il ne faut pas faire. Parce que justement, vous avez touché notre point également, que ça va engendrer une dissonance cognitive chez les candidats et candidates. Donc, ne justifions pas les confrères parce qu'ils sont confrères ou les consoeurs parce qu'ils sont consoeurs. Non, ils sont, d'après, entre guillemets, ils sont déjà arrivés. Donc, à eux, aux jeunes de se débrouiller, de regarder leur affaire. Non, ce n'est pas ça. Il faut vraiment arrêter de justifier. Il faut dire ce que la vie consacrée nous recommande. Et reconnaître que c'est une erreur. Voilà. C'est une erreur parce que, à force de justifier, on renforce donc la dissonance cognitive chez les personnes en formation. Pour avoir un médicament, mon père, ce que je peux dire, c'est justement la question de travailler sur soi en tant que personne envoyée dans la maison de formation, de prendre soin de soi et d'ajuster donc ces dissonances que je remarque déjà en moi pour pouvoir être... Donc, puisque je disais là dans le module passé qu'il y a la question de l'activation des neurones miroirs quand les jeunes nous regardent faire. Donc, cette biologie de la formation est très importante d'en prendre en compte. Voilà. Que lorsque nous vivons, ça parle plus fort que lorsque nous sommes en train de donner des cours. Ça, c'est une réalité qui est vraie. Et le Christ l'a dit avec les scribes et pharisiens. Voilà. Merci, mon père. Merci beaucoup. Autre intervention? Merci. Sœur Marceline, elle vient d'arriver. Alors, donc, le point qui caractérise le leader ici, c'est quelqu'un qui peut engendrer, provoquer le changement chez la personne en formation. Très important. Il y a donc la différence à faire d'avoir le pouvoir sur quelqu'un et d'influencer quelqu'un. Voilà. L'enjeu ici, c'est comment, en tant que leader, je peux créer de l'influence qui engendre un changement, une transformation chez la personne consacrée. Partir de ses motivations initiales, peut-être erronées, à l'intégration de la nouvelle réalité de ce que c'est que la vie consacrée. Donc, le leader authentique produit donc un changement réel et visible. Le formateur vérifie donc si la formation produit une conversion réelle ou pas, ou c'est juste une simple conformité aux règles de la congrégation. Et nous allons voir en détail tous ces points-là quand nous allons étudier donc les pouvoirs. Le but ultime donc de la formation est la transformation progressive de la personne. Et c'est à vérifier. Il faut vraiment vérifier du premier mois au troisième mois comment était la personne initialement et comment est-ce qu'elle est devenue. Cela va interroger alors la méthode. Quand je dis méthode, il ne s'agit pas véritablement de théories. Non, ici, c'est la méthode, c'est la manière dont je transmets la chose. C'est de ça qu'il s'agit, de vérifier et d'évaluer. Voilà. Est-ce que la personne est passée de l'immaturité à la maturité, de l'individualisme observé au début à la communion, de la recherche de soi au don de soi? Est-ce que vous voyez, la recherche de soi, c'est la personne cherche les avantages, fait tout, crée des stratégies pour pouvoir parvenir à la réalisation de soi, dont nous parle
Abraham Maslow. Donc, la recherche de soi et la réalisation de soi et le don de soi, c'est différent. Le don de soi ici, donc, va nous rappeler cette interpellation de Viktor Frankl qui dit, donc, est-ce qu'on peut observer si la personne dit que non, la personne ne réclame pas assez, mais la personne se donne plus. C'est-à-dire, la personne ne dit pas au monde, ah, le monde me doit ceci, la communauté me doit ceci, la communauté me doit, mais on voit la personne qui se sacrifie, qui se donne. On voit cette transformation-là. Et c'est très clair. On doit observer tous ces aspects-là. C'est comme ça que se fait concrètement le discernement. Donc, on voit la personne au début, après 5 mois, comment est-ce que la personne sur cet aspect-là. Si on ne regarde pas ça là, nous perdons de vue véritablement le rôle de notre leadership aux côtés de ces personnes. Aussi, aider la personne, est-ce que la personne est partie de ses motivations ambiguës à une disponibilité authentique? De l'enthousiasme initial, voilà, motivé par des choses externes, à la fidélité stable. Même quand il n'y a pas l'avantage que je regardais, l'option fondamentale est faite et construite et consolidée. Donc, c'est de cette transformation dont il s'agit. Donc, le vrai changement est la configuration au Christ. La capacité au sacrifice est un signe. Et quand je dis sacrifice, également, il faut regarder. On peut se sacrifier peut-être pour 2 mois pour quelque chose qu'on veut obtenir, c'est-à-dire une satisfaction immédiate. Donc, ça également, il faut regarder. Déjà, quand même, le sacrifice est un signe extérieur que la personne arrive à comprendre parce que c'est dans l'imitation de Christ, pas dans l'imitation d'un supérieur ou d'une supérieure. Donc, la formation devient chemin de transformation ontologique et spirituelle. Ça touche véritablement la nature humaine, cette transformation-là. Donc, ces 4 éléments donc, peuvent nous aider à regarder en nous-mêmes. Est-ce que nous sommes en train donc, de construire en nous le leader qu'il faut pour aider les personnes qui nous sont confiées? Et surtout l'enjeu de encourager, motiver, voilà, les jeunes. Nous passons donc au grand 3, les sources de pouvoir de l'autorité. Donc, le leadership est quelqu'un qui incarne l'autorité. Le leader incarne une autorité. D'où lui viennent les pouvoirs. C'est très important ici. Et je nous invite vraiment à nous regarder et s'il faut vraiment changer, on va changer beaucoup sur ces aspects-là. Voilà. Parce que nous pouvons créer nous-mêmes les sources de pouvoir. Voilà. C'est quel pouvoir nous incarnons et c'est quelle autorité nous incarnons aux côtés de ces personnes, surtout dans le rôle que la congrégation nous a confié. Et la congrégation elle-même, quel pouvoir la congrégation même nous confère ou nous donne. Donc, il y a véritablement une attention à regarder sur nous. Quel pouvoir nous avons? Donc, les sources aux bases de pouvoir, selon French et Raven, expliquent comment une personne peut influencer les autres dans un groupe, une organisation ou une communauté. Et c'est ce que je disais. Il y a le pouvoir que j'ai, mais comment je peux influencer la personne, voilà, va donner la nature de ce pouvoir-là. Donc, ils ont déterminé donc 6 sources de pouvoir. 6 sources de pouvoir. Et c'est vrai, quand on le regarde vraiment, on voit le pouvoir de la récompense, c'est-à-dire que j'ai la capacité de récompenser, donc je passe par les promesses. Le pouvoir de la coercition, la menace. Le pouvoir légitime, c'est-à-dire j'ai été voté, j'ai été établi par la hiérarchie. Le pouvoir d'expertise, ici, c'est la question de quoi? De la connaissance chez l'individu. La personne possède la connaissance, le savoir, la compétence ici. Le pouvoir de la référence, c'est-à-dire quel type de personnalité j'incarne.
et le pouvoir informationnel, l'acquisition de l'information réelle et vraie, le contenu de l'information. Donc, nous allons regarder donc ces sources-là, de pouvoir-là, une après l'autre. Donc, ici, c'est juste un résumé qui montre un peu voilà, les bases principales de chaque source. La récompense, c'est donc donner un avantage à quelqu'un. La coercition, c'est infliger des punitions. Le pouvoir légitime, c'est autorité du poste ou du rôle qu'on joue. L'expertise, c'est la compétence. La référence, donc l'admiration, le charisme de l'individu. Et l'information, contrôle de l'information. Donc, le premier point, c'est le pouvoir de récompense basé sur la promesse. Alors, ici, un aspect qui revient dans les maisons de formation, les relations qu'on établit avec les personnes en formation en tant que formateur. Voilà. Donc, c'est le pouvoir de donner quelque chose de positif, salaire, promotion, cadeau, les faveurs qu'on peut donner à quelqu'un, les encouragements ici et là ou la reconnaissance. L'idée, c'est quoi? Si tu fais cela, tu recevras quelque chose de bon. Voyez, donc, il y a cela. C'est un pouvoir et on peut influencer les gens avec. Donc, quel est le type de relation que nous établissons avec les candidats? Est-ce que nous mettons devant les promesses pour que les candidats soient gentils avec nous, qu'ils fassent semblant de recevoir ce que nous disons comme contenu de formation? Alors, tout cela, c'est très important de regarder. Voilà. Le pouvoir de récompense. Et on sait un peu comment aussi les relations peuvent s'établir dans la maison de formation, où on voit, si tu me dis, alors, si tu me dis ce que ta camarade a fait ou a dit, ou si tu me dis ce que Jean a fait, où est-ce qu'il est parti, et donc, tu sais, tu feras ta promesse, et quand tu vas faire ta promesse, on va t'envoyer en Angleterre. Donc, voici un peu ces éléments sur la question du pouvoir et de la récompense. Voilà. Donc, le deuxième élément est le pouvoir de quoi? Coercition basée sur la menace. Alors, c'est le pouvoir de punir ou de menacer. Sanction, renvoi, retrait d'un privilège, avertissement et humiliation. Alors, l'idée, c'est quoi? Si tu ne fais pas cela, donc il y aura une conséquence négative et tout cela. Donc, parfois, on peut utiliser la menace et pour introduire les gens dans la dynamique de la formation. Là, on n'encourage pas la liberté intérieure, pas du tout. On n'encourage pas la liberté intérieure chez l'individu. Et ça devient un problème pour l'individu. La personne même peut perdre son identité dans ce sens-là. Voilà. Qu'est-ce que nous disons pour pouvoir faire passer peut-être une règle, peut-être un enseignement nouveau, voilà, qui est difficile à la personne d'intégrer? Alors, on peut exercer donc ce qu'on appelle la force ici. Donc, regardons-nous donc dans nos méthodes de formation. Est-ce que nous utilisons probablement ou quelquefois ce pouvoir de coercition, voilà, pour influencer? Voilà. Et en cela, est-ce que nous encourageons la liberté intérieure? Donc, le troisième pouvoir du leadership, c'est quoi? Le pouvoir légitime basé sur les titres. C'est le pouvoir lié à la fonction. Quelle est la fonction que nous incarnons? On obéit parce que la personne a une autorité reconnue. Le chef, le supérieur, c'est le père maître, c'est la maîtresse. C'est pour ça que j'obéis. Sinon, en fait, je n'allais pas obéir. Voilà. Donc, ces choses-là qui sont là, c'est à vérifier. Et on vérifie dans le comportement. Vous vous rappelez avec les émotions. Donc, le comportement va déceler cela. Si la personne obéit vraiment ou la personne
accepte tout simplement parce que c'est la maîtresse qui a dit, donc il faut le faire. Voilà. Le quatrième source de pouvoir, c'est le pouvoir d'expertise basé sur la connaissance. Donc, c'est le pouvoir fondé sur la compétence et le savoir. On suit quelqu'un parce qu'il connaît mieux le sujet. C'est une influence qu'on a. Et vous allez voir qu'il y a des comparaisons. Regardez très bien dans les communautés, il y a des comparaisons avec les membres de la communauté formative. Les candidats regardent bien qui maîtrise bien l'enjeu de la formation, qui ne maîtrise pas bien l'enjeu de la formation. Et vous voyez qu'ils sont là. Donc, il y a cette influence du savoir, de la compétence de l'individu qui est en face de nous. Et cela va engendrer ce qu'on appelle l'identification. Donc, on va regarder après. Donc, les candidats vont vouloir s'identifier, peut-être à travers, pas vraiment focaliser sur le Christ, mais focaliser sur l'expertise de la personne en position de formateur, de leader. Voyez? Donc, d'une manière ou d'une autre, ici, je suis en train de dire comment est-ce que nous influençons par notre manière d'être, pas seulement notre manière d'enseigner, théoriquement, non. Donc, je le suis parce qu'il sait. Vous voyez, la personne peut se dire ainsi. En fait, que la personne n'intègre pas les valeurs en tant que telles, mais plutôt regarde la vie de l'autre. Son regard est focalisé et ça peut engendrer que la personne perde sa liberté intérieure individuelle dans ce sens-là. On ne dit pas que ce n'est pas bon, mais l'enjeu c'est, est-ce qu'il y a un dialogue après avec l'individu? Est-ce que la personne s'ouvre aussi à dire que, mon père, vous voyez, je vous admire beaucoup. Alors quand on me dit, je vous admire beaucoup, vraiment mon père, bien ma soeur, vraiment, j'aime bien votre manière de faire, voilà. Est-ce que nous sommes capables de dire à la personne que, attention, ce n'est pas moi, c'est le Christ? Ça, c'est l'enjeu. C'est là où se joue vraiment la dynamique de la formation. Être capable de détourner le regard sur nous pour porter sur le Christ, qui est la finalité de la formation. Je ne suis pas la finalité de la formation. Voilà. En disant ainsi, parfois, je perds la gloire venant des humains. Et ça, c'est la conséquence. C'est ça. Est-ce que je suis capable de sacrifice? Voilà. Là, je peux porter une influence positive sur l'individu. La cinquième source, c'est le pouvoir de référence basé sur la personnalité. C'est le pouvoir fondé sur l'admiration, le charisme et l'identification. Et les gens, les candidats nous regardent. Ils nous regardent vraiment notre manière de faire, notre manière d'approcher les problèmes, notre manière d'interpréter la vie, notre manière de nous présenter, notre manière d'aborder la vie et de résoudre des problèmes. Voyez, donc, et les candidats nous regardent. Les candidats nous regardent. Voilà. Quel type de personnalité nous incarnons? Voilà. On suit quelqu'un parce qu'on l'aime, on l'admire, on veut lui ressembler. Voyez. Le pouvoir de la référence. La référence basée sur la personnalité que nous incarnons. Voilà. La sixième source, c'est le pouvoir informationnel basé sur la possession des informations sensibles. Quelqu'un influence donc une décision parce qu'il détient des informations essentielles. Ici, c'est très important de regarder. Donc, quand on parle d'information, parce que le candidat ou candidate va dire que bon, je l'écoute parce que il connaît ma vie, voilà. Il a appris ce que je suis ou que je suis. Là, ça restreint la liberté individuelle, la liberté intérieure de la candidate. Donc, nous pouvons utiliser ces informations ou pour aider à grandir ce que fait l'autorité, étymologiquement parlant. L'autorité, c'est celui qui fait grandir, celui qui fait croître. Ou on peut utiliser ce pouvoir pour faire quoi? Pour détruire
ou réduire la personne. Et donc, vous voyez, ces sources de pouvoir-là, nous les exerçons. Est-ce que nous sommes conscients de ces pouvoirs-là, que nous les possédons, et dans quelle manière nous exerçons ce pouvoir-là sur les candidats et candidates qui nous sont confiés? Alors, je voudrais des commentaires donc sur cette partie-là. Ça doit être une partie qui nous touche beaucoup dans notre dynamique de formation, dans notre méthode de formation. Donc, j'attends les interventions sur cet aspect, des exemples, des situations ou des moments de difficulté face à ces sources de pouvoir. Voilà. Oui, je vous attends. Vos apports sont les bienvenus. Les réalités concrètes que vous vivez face à ces pouvoirs-là. L'enjeu, c'est que ces sources de pouvoir parfois nous font perdre de vue l'objectif de ce pourquoi nous avons été envoyés. Voilà. Et nous pouvons utiliser ce pouvoir parfois à tort si on ne fait pas attention. Bien. Alors, il n'y a pas encore de courageux, courageuse pour intervenir pour le moment. L'Esprit Saint va intervenir. Alors, on va passer au grand 4. Voilà. Le grand 4 ici, les processus psychologiques d'acceptation de l'influence du leadership. Alors, ces pouvoirs-là vont créer un état intérieur chez les candidats et candidates qui nous regardent faire. Et je préfère l'utilisation qui nous regarde faire parce que c'est ce qui capte leur attention. Donc, il y a 3 processus qui vont se dégager là. La compliance, c'est-à-dire la soumission, l'identification et l'intériorisation ou internalisation. Nous parlons beaucoup de l'intériorisation, internalisation, intégration. Nous allons regarder ça aujourd'hui également. Parce que c'est la finalité du leadership sur la personne en formation. Donc, Roula, en regardant les 6 pouvoirs, les 6 sources de pouvoir, a aussi regardé quelle est l'attitude que cela engendre sur la personne qui nous regarde faire, utiliser ces pouvoirs-là. Donc, la première attitude, c'est la compliance, qui est la soumission. L'individu, donc, adopte au regard, donc, face donc, à ces sources de pouvoir que nous exerçons sur eux. La personne peut donc adopter donc, un comportement sous l'influence d'un groupe ou d'une personne pour obtenir une réaction favorable, donc récompense qui est la promotion, comme on l'a dit, ou éviter une sanction. Vous voyez, incertitude de la réussite. Donc, c'est ce que nous exerçons sur les gens. Voilà. Ou on crée la soumission aveugle, ou bien on aide la personne à agir en fonction des valeurs. Est-ce que le pouvoir que j'ai, je suis en train d'exercer une influence de soumission, et quand la personne est soumise à moi, comment je me sens? Parce que c'est ce qui va renforcer l'attitude de pouvoir que j'exerce ou que je développe exprès. Voilà. Et donc, ces pouvoirs dont nous avons vu, on peut les développer exprès pour atteindre un but également. Et c'est quel but je veux atteindre en développant ce pouvoir? Quelle attitude je veux créer? Donc, nous avons vu les attitudes, vous vous rappelez. Donc, quelle attitude je veux créer? Quelle connaissance je donne? Quel sentiment je crée chez la personne? Et quelle est la disposition que je suis en train de
faire naître chez l'individu face au choix de la vie consacrée que la personne est en train de faire. C'est-à-dire, quelle est mon influence sur la personne? Les caractéristiques donc de la compliance, c'est quoi? Pas de croyance réelle dans le contenu du comportement induit chez l'individu. L'influence est perçue comme une source de récompense ou de punition. Vous voyez, donc la personne agit en fonction de ça. Donc, regardez que donc, les candidats nous réagissent en fonction de ça par rapport à nous. Ça, c'est clair. Donc, la personne en formation suit les règles par peur d'être exclue, par exemple. Parce que la compliance parle de la menace, hein, de la soumission. Donc, deuxième attitude, c'est quoi? Ces pouvoirs-là peuvent engendrer ce qu'on appelle l'identification. La personne va vouloir s'identifier à vous ou à un autre membre de la congrégation. Voyez, donc l'identification, ça engendre l'identification chez la personne en formation. Donc la personne en formation adopte un comportement car celui-ci est associé à une relation gratifiante, hein, par son image de soi. Voilà. En regardant comment vit la maîtresse, comment elle réagit aux situations. Bon, je peux aussi réagir en fonction. Je veux dire que, bon, la maîtresse réagit ainsi, pourquoi pas moi? On justifie donc notre attitude interne face à une réalité, une circonstance particulière, parce qu'on l'a vu faire avec la personne en autorité, en service d'autorité. Les caractéristiques, c'est quoi? C'est que l'influence est perçue comme un point de référence pour la définition de soi. Voilà. Je me définis non pas en fonction du Christ ou de l'évangile ou des valeurs de l'évangile. Non, je me définis en fonction de la personne qui est en face de moi. Comment elle se déploie. Voyez. Donc, nous avons des influences sur la personne qui nous regarde. Rappelons que quand nous sommes en service d'autorité, nous avons le pouvoir. Et le pouvoir a pour chose d'influencer. Voilà, finalité d'influencer sur les gens. Et comment nous influencions, c'est ça l'enjeu. Est-ce que nous sommes conscients de la nature de l'influence que nous exerçons sur ces personnes-là? L'individu croit au contenu du comportement, voyez, uniquement parce qu'il est lié à une relation valorisante. Voilà. 3 formes donc d'identification. L'identification classique, c'est quoi? C'est que l'individu cherche à imiter un modèle clairement défini, clairement vu. La personne du formateur, la personne de la formatrice. Donc. Deuxième donc, forme d'identification, c'est l'identification réciproque. Donc, l'individu adopte un comportement en fonction des attentes d'un leader ou d'un groupe. Si vous voulez que les candidats réagissent ainsi, ils vont réagir ainsi. Mais est-ce que ça répond vraiment aux valeurs? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire? Ou c'est de l'automatisme? C'est vraiment l'enjeu ici, la question de réciprocité. Donc, on veut qu'ils fassent ainsi, ils vont le faire. Et vous serez content que, vraiment, voilà, j'ai vraiment le pouvoir sur eux. Voilà, je les fais peur comme ça. Non. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font comme action? C'est ça l'enjeu. Voilà. Et il y a l'identification groupale qui est que l'individu va s'identifier à un groupe donné. Et ça se voit beaucoup dans nos congrégations. Vous voyez les groupuscules qui naissent. Nous exerçons vraiment de l'influence sur les gens. Les jeunes qui montent, qui font les professions, qui rentrent en congrégation, qui regardent un peu les groupes qui sont déjà formés, s'identifient à un groupe donné. Ne suit plus l'idéal véritable de sa consécration, c'est-à-dire la suite du Christ, la configuration au Christ, mais s'identifie à des éléments dans un groupe où c'est le groupe le plus puissant de la congrégation. Et donc, les jeunes vont vouloir
les imiter, pour avoir aussi de l'influence, c'est-à-dire le pouvoir. Donc, c'est très important ces éléments-là, non négligeables. Nous faisons des choses, on pense que non, on le fait personnellement. On ne le fait pas personnellement, on contamine. Nous contaminons de façon inconsciente les gens qui nous regardent, et notamment ceux qui sont en formation. Ils cherchent une identification, ils cherchent une identité. Leur identité est en construction. Donc, si nous interférons dans cette construction et voilons le visage de Christ et dévoilons notre visage à eux, et bien sûr que c'est nous qui vont voir. C'est vraiment délicat, la question de l'identification ici. Donc, l'enjeu, c'est qu'il y a la nature ambivalente de l'identification. Elle peut aider quelqu'un à grandir dans l'autotranscendance, c'est-à-dire quand on suit un modèle qui est déjà un exemple vraiment et qui conduit au Christ, ça peut aider. Vous voyez, ça peut favoriser l'intériorisation et l'internalisation des valeurs évangéliques et vocationnelles. Par contre, et ça peut être aussi le moment où la personne va construire aussi une image contraire et dissonante face aux valeurs vocationnelles. Vous voyez, donc. Et donc, le troisième donc, processus, c'est qui est l'attitude de l'intériorisation, l'internalisation. Et c'est la finalité vraiment de la formation. Aider la personne à intérioriser. En principe, c'est intériorisation et internalisation en même temps, parce que c'est un processus. Voilà. Donc, aider la personne à arriver à cette attitude, nous exerçons alors notre pouvoir pour le bien, pour l'auto-transcendance de l'individu. Voilà. Donc, la personne en formation accepte une influence venant du leadership. Donc, la personne fait le choix, ne prend pas tout de ce que le leader est en train de faire, car le comportement inférieur est congruent avec son système de valeurs. Ce que le leader est en train de faire, en train de vivre en face de la personne, correspond vraiment à ses valeurs évangéliques et se renforce chez elle. Voici donc l'influence que nous avons véritablement à faire en utilisant les sources de pouvoir que nous avons chez l'individu. Caractéristique alors, l'influence est perçue. L'influence est qui? C'est-à-dire le pouvoir que j'exerce, moi le leader. Donc le leadership. L'influence est perçue comme une source d'information. Le contenu de la formation plus lecture personnelle, vous voyez, lecture personnelle individu, donc sont pertinentes pour maximiser donc ses propres valeurs. Ce que le Père Alphonse nous a partagé, c'est exactement ça. Parce que en voyant ce que le leader est en train de vivre, donc en se regardant soi-même, on regarde à l'intérieur de nous, on voit vraiment une assonance, c'est-à-dire une harmonisation avec ce que la personne dit et ce que la personne vit. Donc, ça devient vraiment un grand défi pour chacun de nous, surtout que nous sommes dans les maisons de formation. C'est-à-dire que nous vivons avec des personnes encore très fragiles. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Parce qu'on peut utiliser le pouvoir pour abuser. Et donc, c'est ça l'enjeu de l'abus. L'abus, c'est que nous avons le pouvoir et nous exerçons notre influence négative sur la personne en vulnérabilité, en situation de vulnérabilité. Jeunes, ils sont vulnérables. Voilà. Donc, le comportement devient indépendant ou autonome de la source externe. Donc, je n'agis pas parce que je vois l'autre agir, mais j'agis et je fais le choix des actes que le leader pose et qui peuvent me construire dans mon idéal de la vie consacrée. Dans le bon leadership donc, de l'autorité en charge de la formation aide donc les personnes en formation à intégrer les valeurs de la congrégation dans leur propre système de valeurs. C'est ce qu'on appelle l'intériorisation et l'internalisation.
plutôt que de se contenter d'une adhésion superficielle, ce qu'on appelle la compliance, pour faire plaisir, ou d'une identification basée sur les relations gratifiantes, donc la gratification. Voilà. Donc, au moment du discernement, de l'écoute que nous faisons, on doit regarder ça. Est-ce que la personne est dans la compliance, dans une attitude de compliance, c'est-à-dire soumission, aveugle, sans savoir de quoi il s'agit, ou la personne agit pour attendre une récompense, la gratification, ou la personne est vraiment en train de développer sa liberté intérieure, c'est-à-dire intériorise et parvient à l'internalisation. Donc, Roula établit donc un lien entre donc les 6 sources que nous avons vues de pouvoir et les 3 processus. La récompense et la coercition marchent bien sûr avec la compliance. Les référents marchent avec l'identification. Expertise donc et informationnelle marchent avec l'intériorisation et l'internalisation et aussi le pouvoir légitime. Voilà. Aussi encourage, puisque le pouvoir légitime est là vraiment pour encourager l'autorité légitime. Encourager, faire grandir. Donc, regardons très bien quel type de pouvoir nous sommes en train d'incarner dans nos dynamiques de formation que nous donnons. Est-ce qu'il y a des interventions sur ces 3 attitudes que nous venons de voir? La compliance, la gratification et l'éternisation, intériorisation que nous avons vues. Voilà. Et telles sont les attitudes que nous créons. Nous avons parlé des attitudes, mais aujourd'hui nous touchons en concret quelque chose qu'il faut regarder de près quand nous sommes en train d'écouter, nous sommes en accompagnement. Ce sont des choses qu'il faut vraiment regarder de près. Est-ce que la personne est en train de développer? Oui, mon père. Père Alphonse, vous avez la parole. Et moi, j'ai une question par rapport au pouvoir informationnel. Oui, oui. Et je ne comprends pas pourquoi ici il y a internalisation et intériorisation. Si, par exemple, dans le pouvoir informationnel, je détiens une information sur le candidat Oui. qui peut en fait influencer sur son processus de formation. C'est-à-dire que le candidat m'obéit parce qu'il sait que je sais des choses sur lui ou sur elle. Est-ce que ça ne revient pas au pouvoir de coercition? Puisqu'il y a ici une pression qui est liée. Est-ce que ça peut contribuer à internaliser ou à intérioriser le but vers lequel on tend avec le candidat? D'accord, merci beaucoup. Oui, en principe, la question du pouvoir informationnel dénote de la vérité. Ça dénote de la vérité, donc, qui parle donc de la vérité. Même si je connais une information sur un candidat, voilà, je sais peut-être son passé, tout cela, c'est une vérité qui peut aider l'individu à intégrer cela dans la question de l'accompagnement. Okay. Il se pourrait que l'individu, le candidat peut-être fuit cette réalité et qui est une évidence de son histoire. Mais moi, en tant que formateur, que je possède cette vérité, je peux l'aider à intégrer ça et pouvoir être plus libre par rapport à son passé. C'est là où ça devient donc un chemin d'internalisation pour l'individu. Ok. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je peux nuancer, c'est bon de nuancer parce que c'est vrai, on peut avoir une information et puis mal l'utiliser. C'est ça aussi l'enjeu. Voilà. Okay. Oui. L'autre, par exemple, dans l'expérience auquel j'ai été confronté, par exemple, j'ai eu affaire à des cas où certains de l'équipe formative connaissaient très bien le candidat ou connaissaient d'autres choses du candidat que je ne savais pas. Et selon la ratio de formation, ces formateurs-là ne peuvent pas prendre part à l'évaluation. Oui. Et s'ils évaluent, ici, ils font l'évaluation, mais ils ne peuvent pas
délibérer, ne peut pas faire une votation. Je sais. Voilà, pour résoudre cette question d'influence, parce que bon, tout le monde n'a pas cette capacité non, d'utiliser l'information pour le bien du candidat. En bon essayant, c'est ça l'enjeu. Oui. Et c'est pour ça, et c'est très important ce que le père Alphonse est en train de dire dans les communautés formatives. Voilà. Là on voit la collaboration qui doit exister entre, c'est-à-dire le leader de la communauté formative, le responsable, qui doit à la fin prendre la décision, et ceux qui écoutent les candidats en termes d'accompagnement. Parce que la configuration est différente selon les maisons de formation. Voilà, c'est ça aussi l'enjeu. Parfois, il y a le directeur qui peut accompagner, ce qui en principe fausse le discernement. Voilà. Le directeur écoute et celui qui doit écrire le rapport. Or, nous ne sommes pas au noviciat, par exemple. Si c'est le noviciat, on peut comprendre. Là, c'est le père maître lui seul qui accompagne. Pourquoi? Il doit toucher le fond intérieur de l'individu. Les autres n'ont pas le droit d'écoute, sauf si le père maître les demande. Le demande cela comme service, ils peuvent le faire. Juste peut-être par problème d'absence ou bien quelque chose, ils peuvent le faire. Mais sinon, au noviciat, c'est tout à fait une configuration bien organisée par le code de droit canonique. C'est différent dans les autres maisons de formation. Et là, il y a parfois de l'amalgame dans la question de l'écoute et les informations qu'on reçoit, qu'on prend plutôt chez les individus à travers l'accompagnement et l'écoute qu'on fait. Et parfois, donc, l'information reçue n'est pas bien discutée en communauté formative et reste à un seul niveau. Et après, ça peut influencer au niveau de la décision à prendre. Donc, c'est vraiment un pouvoir qui est parfois bien utilisé ou mal utilisé. La question de l'information, c'est ça. Donc, ça aussi, ça dépend donc du leadership de la congrégation, c'est-à-dire du responsable de toute la congrégation. Comment est-ce que leur maison de formation est structurée? Quelle est la finalité de cette structuration? Ça doit être bien défini et connu de tous les membres et surtout de ceux qui sont affectés. Je donne l'exemple. Pourquoi? Parce que si nous retournons au noviciat, pour dire ceci. S'il y a une communauté formative qui est là et que parfois vous voyez, il y a conflit entre le père maître ou la maîtresse avec les autres membres parce que soit disant que elle ne nous écoute pas, il ne nous écoute pas. Non, c'est pas qu'il ne nous écoute pas. Vous êtes des collaborateurs et collaboratrices pour lui donner, pour l'aider à voir plus largement la réalité. Mais la décision vient du responsable, qui est le père maître ou la maîtresse. Et ça également, ce sont des choses qu'il faut aussi faire connaître pour que les gens sachent que la configuration du noviciat est tout à fait différente. Ce n'est pas parce que nous sommes en communauté formative que je dois forcément écouter tout ce qu'on me dit. Ou bien je dois, voilà, et que forcément, il faudrait que la maîtresse nous écoute. Non, il y a ce conflit inutile qui se passe dans les maisons de noviciats, vraiment, qui devient un contre-témoignage face aux jeunes qui nous regardent. Voici un aspect que je voulais souligner à ce niveau-là. Ça aussi, ça demande des précisions pour chaque maison de formation. Voilà. Merci. Donc, nous allons aborder le cinquième point. L'enjeu de ce qu'on appelle l'intériorisation, éternalisation et intégration. Donc, si vous voyez comment je les ai placés, c'est vraiment de façon chronologique un processus de croissance. Donc, chez Luigi Rolla, ces trois notions dérivent des niveaux différents de maturation psychologique. Nous avons parlé de la maturité psychologique. Donc, au moment où vous écoutez le candidat ou la candidate, au moment de l'accompagnement, vous avez à faire attention à son niveau de maturation.
S'il est au niveau de l'intériorisation, vous savez. S'il est au niveau de l'internalisation, vous savez. Si la personne est parvenue à l'intégration, vous allez aussi savoir par rapport à sa manière de se comporter en face de vous, face à certaines réalités. Voilà. Donc, elles sont proches, c'est vrai, mais elles ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas équivalentes au point de vue sémantique. Donc, l'intériorisation, c'est le premier niveau. Notre travail, c'est ça, c'est d'incorporer la personne dans le système de la formation. La personne puisse adhérer. Voilà. Quand la personne adhère, la deuxième étape peut arriver. Donc, la personne accueille les valeurs, les règles, les idéaux du charisme, surtout la question du charisme. Voilà. La vie consacrée en général et la congrégation en particulier. Mais cette adhésion reste souvent comment extérieure ou dépendante. Voilà. J'ajoute le mot dépendante pour que ça puisse donner vraiment le sens de ce qu'on appelle l'intériorisation ici. Parfois, on le fait le désir de plaire au formateur. J'accepte. Voilà. On me voit régulièrement. Voilà. Conformité sociale. Et si, par exemple, c'est passé par la question de la coercition, ça devient encore un problème. Si on a exercé la coercition, le pouvoir de la coercition, pour que la personne adhère à nos règles, au désir, à l'idéal du charisme, tout cela, ça va devenir un problème. Ou besoin de reconnaissance, qu'on me voit, que je suis régulier, voilà, tout cela. Donc, les valeurs ne sont pas encore profondément unifiées avec la personnalité. Voilà. Ça devient internalisé quand la personnalité intègre donc cela, et c'est la finalité, l'intégration. Voilà. L'internalisation, par contre, donc c'est un niveau plus profond donc, que l'intériorisation. Les valeurs sont assimilées. Quand on dit assimilation, vous comprenez, donc avec la théorie de Jean-Pierre Piaget, Jean Piaget plutôt, qui parle de l'assimilation. Donc, une nouvelle réalité qui est assimilée à l'ancienne. Vous voyez, que la personne avait, son idéal propre. Donc, quand la personne arrive à assimiler ça, à intégrer ça et à pouvoir faire le lien avec le type de personnalité qu'elle est, là, on dit que la personne est vraiment en train de pouvoir vivre la chose comme il faut. Donc, les valeurs sont assimilées de manière plus personnelle et consciente. Personnelle et consciente. C'est-à-dire connaissant les implications. La personne s'engage. Donc, elle commence à orienter les choix de façon autonome. Le choix qu'il fait, l'orientation qu'il se donne est autonome. Ne fait pas parce qu'on menace bien, parce que non, il y aura gratification. Non, pas du tout. Donc, il y a vraiment un lien entre ces notions-là avec ce qu'on a vu, le pouvoir, avec le processus d'intégration, les trois processus d'intégration. Donc, toutefois, il peut aussi ici subsister ce qu'on appelle des motivations inconscientes ambiguës. Ça peut être recherche de sécurité et bon, on voit la personne bien harmonisée, mais en fait qui est en train de répondre à un besoin. Un besoin, c'est-à-dire quel besoin? Bon pour moi. Voilà. Vous vous rappelez la distinction entre le bien pour moi et le bien en soi. C'est là où aussi on va regarder très bien. Est-ce que la personne répond au bien en soi ou bien le bien pour lui-même? Voilà. Donc, l'intégration, c'est la dernière étape. Quand nous parlons de la formation intégrée, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Donc, l'intégration, les valeurs deviennent la structure même de l'individu. Quand on dit une chose est structurelle, c'est-à-dire que ça intègre même jusqu'aux neurones. Et ça, vous vous rappelez, on parle de ganglion de base, vous vous rappelez avec l'autre module. Donc, ça parle de l'intégration véritable. Ça devient pas une répétition juste, pas automatisme, mais la personne sait ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Donc, il y a donc une harmonisation entre les valeurs évangéliques, les motivations conscientes et les dynamismes affectifs profonds.
de l'individu. Donc, les conflits internes sont reconnus, c'est ça. Personne est conscient de ce qui se passe et fait des efforts, va rechercher l'accompagnement, va demander de l'aide. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Mais quand la personne doit demander à la personne, va te faire accompagner, ça devient un problème. C'est la personne qui doit demander, ah, je sens ceci, là. Quand vous écoutez la personne jusqu'à ce niveau-là, la personne est vraiment arrivée à un certain degré de maturité acceptable. Mais si on doit tout le temps définir pour elle, choisir pour elle, là, ça devient un problème. Donc, cette évaluation dont je parle, là, c'est comme ça que nous allons regarder nos candidats, candidates. On regarde le niveau de maturité en fonction de ça. Est-ce que la personne est au niveau de l'intériorisation? Juste une acceptation des règles. Voilà. Ou la personne est au niveau de l'internalisation, c'est-à-dire incorporée dans ces structures. Voilà. Donc, les conflits internes sont reconnus et travaillés. La personne agit avec liberté intérieure et cohérente. Donc, nous parvenons à la fin de notre module. Donc, le leadership des formateurs et formatrices apparaît comme donc une condition décisive de l'efficacité vocationnelle dans la vie consacrée. Vraiment décisive. Vraiment décisive. Dans le processus de l'autotranscendance théologique, le leadership joue un grand rôle. Donc, leur rôle ne consiste pas d'abord à contrôler ou à uniformiser. Ce danger-là nous guette. Et là, on sait que quand on contrôle et qu'on uniformise, donc on maîtrise la situation. Et là, on trouve consolation personnelle. On ne fait pas le travail qu'il faut. Et il faut le dire. Donc, mais il s'agit d'exercer un leadership de discernement, d'écoute et de maturation. Donc, ce leadership conduit donc la personne en formation à clarifier ses motivations, nous avons dit à l'introduction, à reconnaître les éventuelles inconsistances vocationnelles, c'est-à-dire quand on arrive à pousser la personne, à mener la personne à identifier ses inconsistances et demande l'accompagnement, ça, nous pouvons dire que nous sommes arrivés vraiment à un certain niveau d'accompagnement efficace. Voilà. Et à intégrer progressivement donc les exigences évangéliques dans son histoire personnelle. Ça, nous arrivons à ce qu'on appelle l'intégration. Un leadership donc authentique évite aussi bien le spiritualisme désincarné que le psychologisme aussi réducteur, en tenant donc ensemble la grâce et la vérité anthropologique. L'efficacité donc vocationnelle se mesure alors par la capacité de la personne consacrée ou en formation à passer de la compliance, attitude de compliance, soumission, à l'intériorisation, puis à l'internalisation et enfin à l'intégration. Donc le bon leadership favorise ce passage-là. C'est ça. Donc regardons si ils sont à quel niveau. Compliance, ratification et tout cela, ou bien intériorisation. Donc, le bon leadership favorise ce passage-là en utilisant donc de manière juste les différentes sources de pouvoir, non pas la coercition ou la récompense, mais surtout l'expertise, la référence, l'autorité légitime et la communication formatrice. Donc, qui permettent une adhésion libre et durable aux valeurs de la vocation. Donc, le leadership des formateurs devient alors un ministère de transformation. Conduire la personne de l'immaturité à la maturité, de l'individualisme à la communion et de l'enthousiasme initial à une configuration stable au Christ. C'est là que se vérifie la fécondité réelle de toute formation à la vie consacrée. Donc, ici, vous avez quelques questions pour vous, pour votre travail personnel. Merci beaucoup pour votre attention, votre écoute. Je reste ouvert alors à votre intervention pour enrichir notre module. Voilà, les questions
sont aussi les bienvenus. Oui, intervention avant de clore. Vous êtes là? Oui, nous sommes là. Oui, nous sommes là. D'accord. D'accord. Donc, je vous attends. Alors, le prochain module, le module 13, il s'agira de comprendre et intégrer certaines émotions importantes. Donc, nous allons revenir sur les émotions, mais de façon précise. La peur, tout ça, la joie, toutes ces émotions-là, on va les regarder. La tristesse. Bien. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, on va se donner rendez-vous pour le mercredi prochain. Alors, je nous donne la bénédiction avant la fin. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et bonne lecture du docteur. Oui, oui, on a besoin d'assimiler vraiment. D'intérioriser. Ciao, Merci bien. à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.